J'ai toujours admiré mon père, Henri, avec une dévotion qu'un fils seul pourrait ressentir. C'était un homme gentil, toujours avec un sourire au coin des lèvres et une attitude chaleureuse qui faisait que tous ceux autour de lui se sentaient spéciaux. Ce matin-là, alors que le soleil baignait de lumière le charmant village où nous vivions, j'ai décidé de l'accompagner dans sa routine habituelle. Il aidait notre voisin, Monsieur Leclerc, à réparer le toit de sa maison. La scène était presque idyllique, l'odeur du pain frais s'échappant de la boulangerie voisine, les fleurs colorées dans chaque jardin et le chant des oiseaux semblant célébrer la beauté du jour. « Émile, viens ici » appela mon père, avec une voix chaleureuse qui me fit ressentir une vague de bonheur. Je me suis approché, observant son habileté à manier les planches et les tuiles. « Tu peux me passer ce marteau, s'il te plaît ?» Je pris le marteau et le lui tendis, admirant la façon dont ses mains se mouvaient avec tant de dextérité, même sans voir ce qu'il faisait. « On dirait que tu as bien appris de ton père, hein ?» dit Monsieur Leclerc en riant. « Ce garçon a de l'avenir. »« Merci, mais tout ce qu'il fait, c'est apprendre du meilleur, » répondit mon père en me faisant un clin d'œil. Mon cœur débordait de fierté. À mes yeux, il était un héros, toujours prêt à aider les autres, à faire le bien. Cela me donnait envie de lui ressembler, de devenir quelqu'un qui apportait de la joie et du réconfort aux gens. Après un moment à aider sur le toit, nous avons décidé de faire une pause. Je me suis assis sur un banc en bois, tandis que mon père s'appuyait en inspirant profondément l'air frais du matin. « Tu sais, Émile, commença-t-il, aider les autres est l'une des plus grandes joies que l'on puisse ressentir. N'oublie jamais cela. »« Je n'oublierai pas, papa. Je veux être comme toi. »« Je veux aider les gens, » répondis-je, rêvant à l'avenir. Et c'est ainsi que j'ai passé la matinée, entouré de la lumière du soleil et de la figure imposante de mon père. Mais, au fil de la journée, quelque chose commençait à me troubler. Pendant une promenade dans le village, j'ai remarqué qu'il évitait certains chemins, ceux que nous parcourions ensemble auparavant. C'était comme s'il esquivait des lieux qui nous étaient familiers. « Pourquoi ne passons-nous pas par la rue de la Fleuriste, papa ? Tu te souviens combien tu aimais cet endroit ?» demandai-je, essayant de comprendre. « Ah, c'est un joli chemin, mais, tu sais, il y a beaucoup de fleurs ici aussi, » répondit-il sans me regarder. Il y avait une hésitation dans sa voix qui me rendait inquiet. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait plus aller dans des endroits qui avaient autrefois tant de signification pour nous. En marchant, j'ai remarqué qu'Henri avançait un peu plus lentement que d'habitude. Il s'arrêtait plusieurs fois, comme s'il essayait de reconnaître les sons autour de nous. Un chien aboyant, le tintement des tasses au café, les rires des enfants qui jouaient. Mais au lieu de continuer, il hésitait, comme s'il était perdu dans un labyrinthe que lui seul pouvait voir. « Papa, tout va bien ? Tu sembles différent, » dis-je, tentant de dissimuler l'inquiétude dans ma voix. « Tout va bien, mon fils. »« Je réfléchis juste à quelque chose, » répondit-il, forçant un sourire qui ne paraissait pas très convaincant. Mon inquiétude grandissait en moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé Henri distrait dans le salon. Il essayait de reconnaître un ami qui venait de passer la porte, mais au lieu de le saluer, il restait silencieux, regardant dans le vide. L'expression sur son visage était de confusion, et cela me transperça comme un couteau. « Salut, Henri. Comment ça va ?» dit l'ami, mais Henri ne répondit pas. Il semblait perdu dans ses pensées, et mon cœur battait à tout rompre. « Papa, tu ne vas pas le saluer ?» demandai-je, la gorge nouée. « Ah, oui, bien sûr. Désolé, mon ami. Je suis un peu distrait aujourd'hui, » dit-il, levant la main dans un geste vague. L'ami lança un regard inquiet vers moi, et je me sentis impuissant. « Tout va bien, Henri ? Tu as besoin d'aide ?» Henri finit par regarder son ami et sourit, mais c'était un sourire triste, comme s'il luttait contre quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. L'ami, comprenant la situation, prit congé rapidement, et je restais là, regardant mon père, qui semblait si éloigné, si perdu. « Papa, que se passe-t-il » demandai-je, l'inquiétude débordant de ma voix. « Pourquoi n'as-tu pas reconnu Monsieur Dupont ? C'est ton ami. » Henri se tourna vers moi, et pendant un instant, ses yeux que j'aimais tant étaient remplis d'une tristesse profonde. « Émile, mon cher, parfois les choses changent, et nous devons nous adapter. Ne t'inquiète pas pour cela. » Mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Quelque chose n'allait pas, et je devais comprendre ce qui se passait. Mon père, cet homme qui avait toujours été fort et sûr de lui, semblait se perdre dans un monde qui lui était autrefois si clair. Une sensation d'impuissance m'envahissait,
et je me demandais si je pouvais faire quelque chose pour l'aider à retrouver son chemin. Cela m'a laissé perplexe. Je ne savais pas comment l'aider, mais une détermination grandissait en moi. Il fallait que je découvre la vérité sur ce qui arrivait à mon père, même si cela signifiait faire face à quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le silence, qui d'habitude m'enveloppait dans mes rêves, s'était transformé en un écho inquiétant. J'entendais le son du vent dehors, les feuilles dansant sous la lumière de la lune, mais rien de tout cela ne m'apportait de paix. La pensée qui me hantait était celle de mon père, Henri. Je l'observais durant la journée, toujours si gentil et attentionné avec tout le monde, mais quelque chose me troublait. Il changeait, et je ne savais pas comment gérer cela. J'ai décidé que je devais mieux comprendre la situation. Je me suis levé doucement de mon lit, essayant de ne pas faire de bruit, et suis allé jusqu'à la fenêtre. La lumière de la lune éclairait le village, et je pouvais voir les ombres danser sur les murs. En entendant le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait, ma curiosité fut éveillée. Je descendis les escaliers lentement, craignant que mes pas soient entendus. Lorsque j'arrivai à la porte, j'hésitais. Ce que j'étais sur le point de faire était risqué, mais le besoin de savoir surpassait ma peur. Je sortis de la maison et marchai lentement en direction de la maison de Madame Dupont, la vieille voisine qui avait toujours un mot gentil pour moi. Je voulais les observer, voir comment mon père faisait face à la situation. Je ne voulais pas qu'il remarque ma présence, alors je me cachai derrière un buisson près de l'entrée de sa maison. La lumière du porche éclairait son visage, et je vis Henri, debout, en train de parler avec elle. « Ah, Madame Dupont, vous ne savez pas combien il est bon d'entendre votre voix, » dit mon père, avec un sourire que je connaissais si bien. Mon cœur battait plus vite en entendant sa voix. Il avait toujours cette manière de faire sentir aux gens qu'ils étaient spéciaux, même sans percevoir leurs expressions. « Henri, cher ami, vous apportez toujours de la lumière dans cette maison, » répondit Madame Dupont, avec une voix douce et accueillante. « Comment vous sentez-vous ? Je ne vous vois plus dans le village. »« Ah, vous savez comment sont les choses, madame. Parfois, le chemin semble plus long qu'il ne l'est vraiment, » dit-il, avec un ton léger qui ne me convainquit pas. Que voulait-il dire par là ? Pourquoi s'éloignait-il ? Je restai là, observant, pendant qu'Henri essayait de s'orienter, touchant la barrière près de l'entrée, hésitant à chaque pas. Mon cœur se serra en moi. Il ne se contentait pas d'éviter les endroits qu'il fréquentait autrefois, il était réellement perdu. L'homme que j'admirais tant, qui avait toujours été un phare de bonté, se perdait dans un labyrinthe sombre, et je ne savais pas comment l'aider. En continuant de regarder, je remarquai qu'en dépit de son apparente confiance, il y avait une fragilité dans ses gestes. Il parlait à Madame Dupont, mais ses yeux bougeaient avec incertitude, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait voir. Que lui arrivait-il ? Pourquoi ne me disait-il rien ? J'avais envie de lui crier, de lui demander ce qui n'allait pas, mais la seule chose que je pouvais faire, c'était de rester là, immobile, à le regarder. « Henri, cher ami, vous ne vous sentez pas bien ?» demanda-t-elle, inquiète. « Vous devriez faire attention en sortant seul. »« Je vais bien, vraiment. »« Juste, un peu distrait, vous savez, » répondit-il, mais la façon dont les mots sortaient de sa bouche ne semblait pas convaincante. Se mentait-il à lui-même, ou essayait-il de me protéger d'une vérité que je ne comprenais pas encore ? Je restai là, sans savoir quoi faire, jusqu'à ce que, soudain, leur conversation prenne une tournure que je n'attendais pas. « Henri, vous savez que vous pouvez compter sur moi, n'est-ce pas ? Je serai toujours là pour vous aider, » dit Madame Dupont, sa voix pleine de préoccupation et de tendresse. « Je le sais, mon ami. Je vous en suis reconnaissant. La vie nous réserve parfois des défis qui semblent insurmontables. Mais j'ai appris à accepter ce que je ne peux changer, » répondit mon père, et ses mots me transpercèrent comme une flèche. Que voulait-il dire par là ? Qu'est-ce qui était si insurmontable ? Lorsque la conversation prit fin, Henri fit ses adieux à Madame Dupont et commença à s'éloigner. Mon cœur s'accéléra. S'il rentrait maintenant, je n'aurais aucune réponse. Je décidai que je devais le suivre, alors je sortis du buisson et le suivis silencieusement. Le chemin de retour à la maison fut court, mais le poids de chaque pas était immense. Henri marchait lentement, sa main tendue devant lui, comme s'il essayait de toucher le monde autour de lui. Je ne pouvais plus rester silencieux. « Papa » l'appelai-je, incapable de contenir mon inquiétude. Il s'arrêta et tourna la tête dans ma direction, un sourire triste apparaissant sur son visage. « Émile, mon fils. Que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix douce,
mais empreinte d'une tristesse que je ne comprenais pas. Je m'inquiétais. Tu ne sembles pas bien. Que se passe-t-il, dis-je, essayant de masquer l'anxiété dans ma voix. Ah, mon garçon, ne t'en fais pas pour ça. Ce ne sont que des choses que j'essaie de m'ajuster, répondit-il, mais je voyais bien que ces mots étaient une tentative de me rassurer, et non une explication. Ce n'est pas seulement ça, papa. Je t'ai vu avec Madame Dupont. Tu évites les endroits où nous allions, et, tu as des difficultés avec des choses à la maison, dis-je, l'indignation montant en moi. Que me caches-tu? Il soupira, et pendant un instant, le monde autour de nous sembla s'arrêter. Le silence était lourd, et je savais qu'il luttait pour trouver les mots. Que pouvait-il dire qui ne me briserait pas le cœur? Émile, mon fils, tu dois comprendre. La vie est pleine de changements. Parfois, il faut s'adapter à ce que l'on ne peut contrôler, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Que t'arrive-t-il, papa, insistai-je, la frustration transparaissant dans chacune de mes paroles. Il s'approcha de moi et, d'un geste affectueux, caressa mon visage. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je suis ton père, et je le serai toujours. La cécité ne change rien à mon amour pour toi, dit-il, mais ses paroles semblaient vides face à la réalité que je commençais à comprendre. Tu es aveugle, n'est-ce pas? Depuis quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit, demandai-je, la douleur et la confusion se mélangeant dans ma voix. Il hésita, et pendant un instant, l'expression sur son visage semblait être un mélange de tristesse et d'acceptation. Je ne voulais pas que tu te fasses du souci. Je suis aveugle depuis mes 30 ans, mon fils. Mais cela n'a jamais affecté mon amour pour toi, et cela ne changera jamais. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Cette révélation était trop dure à encaisser. Je me sentais trahi, mais en même temps, son regard me fit comprendre qu'il y avait quelque chose de plus profond. Il ne voulait pas que je le voie comme un homme faible, il voulait que je voie la force qu'il possédait encore, même dans l'obscurité. Tu aurais pu me le dire, papa. J'aurais pu t'aider, dis-je, sentant une vague d'émotions contradictoires. Je veux comprendre. Je le sais, Émile. Et je veux que tu comprennes. La cécité fait partie de moi, mais ce n'est pas tout ce que je suis. J'ai appris à écouter et à ressentir le monde d'une manière que beaucoup ne peuvent pas. Et, même sans la vue, je te vois encore, répondit-il, et je réalisais qu'il y avait une profondeur dans ces paroles que je ne pouvais pas encore complètement comprendre. Comment fais-tu cela? Comment peux-tu être aussi fort, demandai-je, l'admiration et la confusion se mélangeant dans mon cœur. Parce que l'amour que j'ai pour toi est plus fort que toute limitation extérieure. Je ne vois pas le monde comme tu le vois, mais cela ne signifie pas que je ne l'apprécie pas d'une manière différente. Peut-être que tu pourrais m'aider à le voir autrement, dit-il, et pour la première fois, je réalisais qu'il m'invitait à faire partie de son parcours. Je veux aider, papa. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, dis-je, sentant une nouvelle détermination m'envahir. Alors allons-y ensemble, mon fils. Découvrons ce que nous pouvons accomplir ensemble, répondit-il, et à cet instant, quelque chose commença à changer entre nous. La douleur et la frustration commencèrent à se transformer en quelque chose de plus beau, une connexion que je n'aurais jamais imaginé possible. Alors que nous rentrions à la maison ensemble, je sentais qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant nous. Un chemin d'apprentissage, d'empathie, et, avant tout, d'amour. Et, même au milieu de l'obscurité, je savais que mon père restait l'homme fort et généreux que j'avais toujours admiré. La nuit était calme et la lumière de la lune filtrait à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre dans la salle. L'inquiétude que je ressentais depuis le jour où j'avais remarqué que quelque chose n'allait pas avec mon père m'empêchait de dormir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Henri, mon père, l'homme que j'admirais en tout point. Il avait toujours été la personnification de la bonté et de la force, et maintenant, il semblait que cette image était sur le point de se briser. Ces heures d'insomnie me firent réfléchir aux changements subtils que j'avais remarqués chez lui. Que se passait-il? Je me levai du lit, décidé à découvrir la vérité. La maison était silencieuse, sauf pour le bruit doux du vent dehors. Avec précaution, je sortis de ma chambre et descendis les escaliers, essayant de ne pas faire de bruit. Je me retrouvai devant la porte de la salle, où je vis mon père en train de parler avec Madame Dupont, notre vieille voisine, qui apportait toujours des gâteaux chauds et des histoires intéressantes. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Henri parlait et se déplaçait. Il semblait hésiter, comme s'il essayait de déchiffrer ce qui se trouvait devant lui.
Ah, Madame Dupont, vous avez encore apporté vos fleurs, je l'entendis demander, mais la façon dont sa main se déplaçait en cherchant un objet sur la table me fit comprendre qu'il ne pouvait pas voir les fleurs qu'elle avait apportées. Mes entrailles se tordirent. Ce que je voyais était un homme qui se perdait, et je ne savais pas comment l'aider. Le cœur battant, je retournai dans ma chambre et m'assis sur mon lit. Mon père avait toujours été mon héros, et maintenant je me sentais incapable de le protéger. Comment pouvais-je aider quelqu'un qui avait toujours été si fort? La première lumière du matin pénétra par la fenêtre, et je savais que je devais l'affronter. Je ne pouvais plus rester là, en silence, alors qu'il luttait contre quelque chose que je ne comprenais pas. Il fallait que je lui parle. Dès qu'Henri se réveilla, je décidai que c'était le moment. Il préparait le petit déjeuner, et l'odeur du pain frais embaumait la maison. « Bonjour, papa » dis-je, essayant de masquer l'anxiété dans ma voix. « Bonjour, mon fils » répondit-il, avec ce sourire chaleureux qui m'apaisait toujours. « As-tu bien dormi ?»« Pas vraiment » répondis-je, hésitant. « J'ai remarqué des choses étranges, papa. Tu évites certains chemins que nous empruntions ensemble, et tu as des difficultés avec des choses à la maison. Que se passe-t-il » Henri cessa de préparer le petit déjeuner et me regarda avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Un sourire triste apparut sur son visage, et il s'approcha de moi, posant sa main sur mon épaule. « Ah, mon cher Émile, tu as toujours été si observateur. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi tu ne me dis rien ? » La frustration et la peur commençaient à déborder dans ma voix. « Je veux juste comprendre. » Il prit une profonde inspiration et, d'un ton plus sérieux, répondit « Je pense qu'il est temps que tu saches la vérité. Je suis aveugle depuis mes 30 ans, Émile. » Ces mots tombèrent sur moi comme une bombe. Mon cœur s'emballa, et je me sentis perdu. « Aveugle ? Mais, comment ? Pourquoi tu ne m'as jamais dit ? » Je ressentais un mélange de trahison et de confusion, comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, » répondit-il, son ton calme contrastant avec la tempête d'émotions qui me traversait. « La cécité a été un défi, mais elle n'a jamais affecté mon amour pour toi. J'ai toujours été là, à tes côtés, même sans voir. » Une vague d'émotions m'envahit, et des larmes commencèrent à se former dans mes yeux. « Mais comment arrives-tu à vivre ainsi ? Comment fais-tu tout cela sans voir ?» Henri sourit, mais c'était un sourire mélancolique. J'ai appris à écouter et à ressentir le monde d'une manière différente. La cécité m'a donné la capacité de percevoir des choses que beaucoup ne peuvent pas. Je sens la chaleur du soleil sur mon visage et j'entends le chant des oiseaux, Émile. Mon monde est riche d'expériences, même si je ne peux pas les voir comme tu les vois. J'essayais de traiter tout ce qu'il disait. L'idée que mon père, cet homme que je voyais comme fort et capable, avait affronté cette lutte en silence, sans rien me dire, me fit ressentir un mélange d'admiration et de douleur. « Tu ne m'en as jamais parlé. » Je me suis senti si perdu, si inquiet. Je voulais juste aider, et maintenant, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. « Tu m'as toujours aidé, mon fils, » dit-il, sa voix douce et réconfortante. « Ton amour et ton soutien sont tout ce dont j'ai besoin. La vie est pleine de défis, et chacun de nous a sa manière de les affronter. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Je regardais dans les yeux de mon père, et je réalisais qu'en dépit de sa cécité, il y avait une profondeur et une force que je n'avais jamais remarquées auparavant. La connexion que nous avions était plus forte que toute limitation physique. « Je ne savais pas, » murmurai-je. « Je ne savais pas que tu traversais tout cela. Je me sens si petit maintenant. »« Tu n'as pas besoin de te sentir ainsi, » dit-il en me prenant dans un chaleureux câlin. « Ce qui compte, c'est ce que nous faisons face aux difficultés. La vie continue, et nous pouvons encore en profiter ensemble. Tu n'as pas à porter ce poids tout seul. Apprenons l'un de l'autre. » Les paroles d'Henri résonnaient dans mon esprit. Il était un exemple de résilience, et moi, de mon côté, je ne voyais que sa cécité comme une limitation. En réalité, il m'enseignait que la vision va bien au-delà de ce que l'on voit avec les yeux. « Papa, je veux comprendre. Je veux apprendre à voir le monde comme toi. » Henri sourit, et une lueur de fierté illumina son visage. « Alors, faisons-le ensemble. La vie est un apprentissage constant. Je vais partager avec toi comment j'ai appris à écouter et à ressentir ce qui m'entoure. » Cette conversation marqua un tournant dans notre relation. Je réalisais que mon père n'était pas seulement l'homme que j'admirais,
mais aussi une source de sagesse, quelqu'un qui avait tant à m'apprendre sur la vie et la force de l'esprit humain. Ensemble, nous entamions un nouveau voyage, au cours duquel j'apprendrais à voir le monde à travers les yeux de mon père, un monde qu'il avait façonné avec amour et résilience, même dans l'obscurité. Je me réveillais ce matin-là avec le soleil filtrant à travers la fenêtre, et l'odeur du pain frais que ma mère faisait cuire me remplit d'une sensation mêlée d'anxiété et d'attente. C'était un jour spécial, j'avais décidé d'aider mon père, Henri, dans les tâches quotidiennes. Après tout ce que j'avais découvert sur sa cécité, je sentais que je devais faire plus pour lui. Je me regardais dans le miroir et vis un reflet qui semblait plus mature, comme si, d'une manière ou d'une autre, ma perception du monde avait changé. En descendant les escaliers, je trouvais Henri dans le salon, écoutant la radio. Il a toujours adoré la musique, et même sans voir, je savais que son esprit se perdait dans les mélodies. « Bonjour, papa », dis-je, en essayant de cacher l'inquiétude qui m'accompagnait. Il tourna la tête vers moi, et son visage s'illumina d'un sourire. « Bonjour, mon fils. Tu as l'air enjoué aujourd'hui ?» Sa voix avait une tonalité de joie qui m'apaisait toujours. « Oui. J'ai pensé que nous pourrions aller ensemble au marché. Je pourrais t'aider à choisir les légumes et les fruits, proposai-je, en tentant de dissimuler mon anxiété. Ah, ce serait merveilleux, Émile. Je te remercie beaucoup de m'aider, répondit-il, et je perçus que, derrière son sourire, il y avait une tendresse qui me faisait sentir que je faisais le bon choix. Nous sortîmes de la maison, et en fermant la porte, je ressentis une vague de détermination. Nous marchions dans le village, et je me souvenais des fois où nous courions ensemble, riant et jouant. À présent, chaque pas semblait un défi pour lui, et je voulais être son guide. « Par ici, papa » dis-je, prenant doucement sa main. Il s'ajusta immédiatement, me faisant confiance comme toujours. « Tu sais, Émile, » commença-t-il alors que nous marchions, « la vie est pleine de sons et d'odeurs que beaucoup de gens ignorent. J'ai appris à écouter et à ressentir les choses d'une manière différente. Parfois, il faut un peu de pratique pour percevoir ce qui nous entoure. »« Comment ça » demandai-je, curieux. « Arrêtons-nous un instant, suggéra-t-il, et nous nous arrêtâmes à l'ombre d'un arbre. « Ferme les yeux et écoute, dit-il. J'obéis, et bientôt, les sons du village commencèrent à se révéler. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles, le rire lointain des enfants qui jouaient. C'était comme si je découvrais une nouvelle dimension de la vie. « Tu entends » demanda doucement Henri. « Oui, c'est magnifique, répondis-je, sentant une connexion plus forte avec lui et avec le monde autour de nous. Je n'y avais jamais prêté attention auparavant. Parfois, les yeux peuvent nous tromper. Ce qui compte, c'est comment nous ressentons les choses, dit-il, et je compris qu'il m'enseignait non seulement les sons, mais aussi la vie. Nous reprîmes notre marche, et bientôt nous arrivâmes au marché. L'odeur des fruits frais et des épices remplissait l'air. Commençons par les pommes, Émile. Qu'en penses-tu, suggéra-t-il, et je le guidai vers l'étal. Celles-ci ont l'air bonnes, commentai-je en prenant une pomme rouge et en la lui tendant. Tu peux en sentir la fermeté et le parfum. Ah, oui. Celle-ci a un parfum sucré. Tu as bien choisi, dit-il en souriant. Alors que nous continuions nos courses, je me rappelais combien le monde pouvait être beau, même sans la vue. Papa, comment sais-tu quel fruit est quel fruit, demandai-je, intrigué. J'ai mémorisé les textures et les parfums. Chaque fruit a sa propre identité. C'est une façon différente de connaître le monde, répondit-il en choisissant quelques oranges. Et avec le temps, j'ai appris à faire confiance aux gens aussi. Souvent, ils sont plus que ce que l'on peut voir. Tu ne te sens pas seul pour autant, demandai-je, un peu inquiet. Parfois, oui. Mais tu es toujours là avec moi, et j'ai des amis comme Madame Dupont qui m'aident, répondit-il, et je réalisais combien il valorisait les connexions humaines. Après avoir acheté les ingrédients, nous décidâmes de marcher jusqu'au parc. Allons nous asseoir un peu pour nous reposer, suggéra-t-il. Nous trouvâmes un banc sous un arbre feuillu, et nous nous assîmes côte à côte. La brise douce caressait nos visages, et je pus sentir la tranquillité de l'instant. Tu sais, Émile, j'ai autrefois rêvé d'être artiste, commença Henri en regardant le ciel. Mais la cécité m'a conduit vers un autre chemin. Pour moi, l'art se trouve désormais dans la musique et les mots. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, demandai-je, surpris. Je ne voulais pas que tu ressentes de la pitié pour moi. Pour moi, la vie est pleine de beauté, même sans la vue, répondit-il, et je ressentis une vague d'admiration pour lui. Nous pourrions faire quelque chose ensemble.
Nous pourrions créer des musiques ou des poèmes. J'aimerais t'aider, dis-je, enthousiasmé. Ce serait merveilleux, mon fils. Tu as un grand cœur. Faisons cela dès que nous rentrons à la maison, répondit-il, et son sourire me remplit d'espoir. Après un moment, nous nous levâmes pour rentrer à la maison, et alors que nous marchions, je réalisais que j'apprenais à voir le monde d'une nouvelle manière. À chaque pas, je voyais plus que les rues et les bâtiments, je sentais la vie vibrer autour de nous. Le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, les rires des enfants, tout cela faisait partie d'un tout plus grand. Nous arrivâmes à la maison et, avec les courses posées sur la table, Henri commença à ranger les fruits et légumes. « Regarde, Émile, viens ici », aplatit-il en tenant une orange. Sens sa texture. Chaque partie raconte une histoire. Je pris l'orange dans mes mains, et comme il l'avait fait, je commençai à explorer ses courbes et ses reliefs. On dirait une petite œuvre d'art, dis-je, et il rit. Exactement. Et tu peux créer ta propre œuvre, à ta manière, m'encouragea-t-il. Peut-être que ce soir, nous pourrions commencer à écrire quelque chose ensemble, proposai-je, et il acquiesça avec enthousiasme. Ce soir-là, nous nous assîmes à la table, et tandis que la douce lumière de la lampe dansait autour de nous, nous commençâmes à écrire. Henri dictait quelques idées, et je les notais, ressentant une émotion indescriptible. C'était comme si les mots étaient une extension de notre connexion. Parlons des couleurs du monde, même si je ne peux pas les voir. Que penses-tu que je ressentirais si je pouvais voir le coucher du soleil, demanda-t-il. Je pense que tu ressentirais une douce chaleur, comme une étreinte, et les couleurs seraient comme des mélodies qui dansent dans le ciel, se mélangeant en un spectacle, répondis-je, imaginant chaque nuance. C'est magnifique, Émile. Tu as un talent incroyable pour décrire les choses, dit-il, et mon cœur se remplit de fierté. Nous restâmes là pendant des heures, plongés dans un monde de mots et de sentiments, découvrant ensemble la beauté de la vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. La cécité de mon père n'était pas une limitation, c'était une nouvelle manière de voir qui m'apprenait à apprécier chaque détail. Quand enfin nous nous séparâmes pour aller dormir, je sentis que la connexion que nous avions construite ce jour-là n'était que le commencement. J'apprenais à voir le monde à travers les yeux de mon père, et cela me rendait plus fort. Sa cécité n'était pas une barrière, mais un pont qui nous unissait de manière unique. Et tandis que je m'endormais, le cœur rempli d'amour et d'empathie, je compris que la véritable force réside dans les connexions humaines, où la lumière brille intensément, même dans l'obscurité. La lumière du matin pénétrait par la fenêtre de la cuisine, enveloppant la pièce d'une teinte dorée qui faisait briller les vieux meubles en bois. J'étais assis à la table, observant mon père, Henri, alors qu'il préparait le petit déjeuner avec habileté, même sans pouvoir voir. L'arôme du pain frais se mêlait à celui du café, créant une symphonie d'odeurs qui remplissait l'air. Mais malgré la routine familière, quelque chose en moi restait troublé. Une ombre de confusion planait sur mon cœur depuis que j'avais découvert la vérité sur la cécité de mon père. Après le petit déjeuner, je décidai que j'avais besoin de prendre l'air. Je pris mon vélo et me rendis chez Madame Dupont, notre voisine âgée, qui avait toujours une histoire intéressante à raconter. Alors que je pédalais dans le village, les sons de la nature m'enveloppaient, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans le vent et le murmure lointain de la rivière. Ce jour-là était clair et ensoleillé, mais mon cœur était lourd. Lorsque j'arrivai chez Madame Dupont, je frappai doucement à la porte en bois. Elle m'accueillit avec un sourire chaleureux et des yeux brillants. « Ah, Émile! Quel plaisir de te voir! Entre, entre, dit-elle en m'attirant à l'intérieur. L'odeur des herbes et du thé frais envahit mes narines, me procurant une sensation de réconfort. « Bonjour, Madame Dupont, répondis-je, essayant de dissimuler le poids que je ressentais. Comment allez-vous? Je vais bien, mon cher. Je repensais simplement aux temps anciens. Assieds-toi, je vais préparer un thé pour nous, dit-elle en se déplaçant gracieusement dans la cuisine. Alors qu'elle préparait le thé, j'observais ses mains, ridées par le temps et le travail acharné, mais toujours aussi fermes et habiles. Le silence entre nous était apaisant, mais je me sentais inquiet. Finalement, je ne pus plus retenir les pensées qui me tourmentaient. Madame Dupont, puis-je vous poser une question? À propos de mon père, il est aveugle, n'est-ce pas? La question sortit de moi comme un murmure désespéré. Elle cessa de préparer le thé et me regarda avec compassion. Oui, mon cher. La cécité de ton père est quelque chose qu'il porte avec dignité. Mais que ressens-tu à ce sujet? Je ne sais pas. Je l'ai toujours admiré, mais maintenant, j'ai l'impression de ne pas connaître la vérité.
Il ne m'en a jamais parlé, avouai-je, la frustration se mêlant à la tristesse. Madame Dupont hocha la tête, comme si elle comprenait chaque mot. Émile, parfois, les gens ont leur raison de garder des secrets. Ton père a probablement voulu te protéger des inquiétudes. Mais sa cécité ne diminue en rien sa grandeur. Savais-tu qu'il a aidé beaucoup de gens dans le village, même sans la vue? Oui, j'ai vu. Toujours en train d'aider les voisins. Mais maintenant, quand je le regarde, j'ai l'impression de voir une personne différente. Il n'est plus le même à mes yeux, répondis-je, la voix tremblante. Ah, mon cher, la véritable force d'une personne ne réside pas dans la manière dont elle voit le monde, mais dans la manière dont elle le ressent et le comprend. Ton père a un grand cœur et une sagesse que beaucoup ne peuvent pas saisir, dit-elle en versant le thé chaud dans des tasses délicates. Mais comment puis-je l'aider à voir cela? Comment puis-je faire comprendre aux gens du village qui il est vraiment, demandai-je, sentant une flamme de détermination commencer à brûler en moi. Tu es déjà en train de le faire, Émile. En te souciant, en posant des questions, tu fais un pas important. Rappelle-toi, chacun de nous porte ses propres combats. Partager l'histoire de ton père est une manière d'ouvrir les yeux des autres à ce qui est vraiment important, dit-elle, en me regardant droit dans les yeux. Je pris une gorgée de thé et laissai ces paroles m'imprégner. C'était vrai. Mon père était spécial, et sa cécité ne définissait pas qui il était. Je devais être son défenseur, pas seulement à la maison, mais dans le village, où beaucoup pourraient ne pas comprendre sa force. Et si je pouvais partager ces histoires avec le village? La vie de mon père est remplie d'expériences qui pourraient inspirer les autres, suggérai-je, me sentant plus enthousiaste. Ce serait merveilleux. Mais souviens-toi, Émile, l'empathie est la clé. Les gens ont besoin de se connecter aux expériences de ton père d'une manière qui touche leur cœur. Et toi, mon cher, tu as ce don. Ta jeunesse et ta sincérité sont puissantes, dit Madame Dupont en souriant doucement. À cet instant, quelque chose s'embrasa en moi. Je ne faisais pas que l'admirer, je voulais que tout le village l'admire comme moi. J'avais décidé que je serais la voix qui raconterait son histoire, celle d'un homme qui, malgré sa cécité, voyait le monde d'une manière plus riche que beaucoup pourraient l'imaginer. Après quelques heures passées à discuter avec Madame Dupont, j'étais prêt à rentrer chez moi. En marchant, mes pensées étaient agitées. Il fallait agir. C'était le moment d'être le défenseur de mon père, de montrer au village qui il était vraiment. En arrivant à la maison, je trouvai Henri assis sur le porche, écoutant le vent et les oiseaux. Il semblait si paisible, si serein, et cela me donna du courage. « Bonjour, papa » l'appelai-je, et il tourna la tête, comme s'il savait que j'étais là. « Bonjour, mon cher. Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il d'une voix chaleureuse. « Bien, papa. J'ai parlé avec Madame Dupont. Elle m'a raconté des histoires sur toi et sur tes expériences dans le village, dis-je en m'asseyant à côté de lui. Ah, Madame Dupont est une bonne amie. Elle a toujours eu une façon optimiste de voir la vie, répondit-il en souriant. Oui, elle m'a fait réfléchir à la manière dont tu aides toujours les autres, même sans voir. Je veux que tout le village sache ta force, comment tu fais une différence dans la vie des gens, déclarai-je, le cœur battant. Henri se tourna vers moi, son sourire s'effaçant un peu. Émile, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de moi. Ce qui compte, c'est que je serai toujours là pour toi, dit-il, d'une voix douce. Mais moi, je m'inquiète, papa. Tu es plus que ce qu'ils savent. Tu as un grand cœur et une sagesse que peu de gens peuvent comprendre. Je veux qu'ils voient cela, qu'ils entendent tes histoires, insistai-je, sentant la passion grandir en moi. Il posa sa main sur mon épaule, un geste simple mais rempli d'amour. Parfois, Émile, les gens ne comprennent pas ce qu'ils ne peuvent pas voir. Et c'est bien ainsi. L'important, c'est que toi, tu saches qui je suis et que tu m'aimes. C'est ce qui compte vraiment. Je sais, papa. Mais je veux plus que cela. Je veux que toi et ton histoire soient reconnus. Je veux que le village te voie comme moi je te vois, répondis-je avec détermination. Henri resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à mes paroles. Si tu souhaites vraiment le faire, alors fais-le. Partage les histoires, parle des luttes et des victoires. Montre à tous que la vraie force ne vient pas de la vue, mais de la manière dont nous touchons la vie des autres, dit-il d'une voix ferme. Je le ferai, papa. Je promets que je vais raconter ton histoire, déclarai-je, sentant cet engagement grandir en moi. Et ainsi, avec le soutien et les paroles de mon père résonnant dans mon esprit,
je commençais mon voyage pour partager la vie de Henri avec le village. Je savais que ce serait un défi, mais j'étais déterminé à montrer à tous que la cécité de mon père n'était pas une limitation, mais une façon unique de voir le monde et les gens autour de nous. L'amour et l'empathie qu'il transmettait étaient plus puissants que n'importe quelle vision. Ce matin-là dans la forêt semblait magique. L'air frais enveloppait mon corps, et la douce lumière du soleil filtrant à travers les feuilles créait un motif d'ombre dansante sur le sol. Mon père, Henri, et moi étions sur le point de faire un pique-nique, quelque chose qui remplissait toujours mon cœur de joie. Mais cette fois, c'était différent. J'avais tant appris sur lui et sa cécité, et j'avais hâte de passer du temps ensemble, loin des préoccupations de notre petit village. « Tu as apporté le pain, Émile ?» demanda Henri, ajustant son chapeau, son visage illuminé d'un sourire. C'était un sourire qui parlait d'amour et d'une force que je commençais à comprendre. Il n'avait pas besoin de voir pour transmettre cette lumière. « Oui, papa. »« Et n'oublie pas le fromage » répondis-je en riant. J'avais préparé un simple encas, mais délicieux, avec les meilleurs ingrédients que nous avions pu trouver au marché. L'odeur du pain frais imprégnait encore mes mains, et je me sentais reconnaissant de pouvoir partager cela avec lui. Alors que nous marchions, le chant des oiseaux autour de nous semblait plus intense que jamais. Je regardais le ciel et sentais la brise légère, mais ce n'était pas cela qui me fascinait. C'était la manière dont Henri écoutait tout avec une telle attention. Il semblait être en parfaite harmonie avec le monde d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Tu entends cela, Émile » demanda-t-il en s'arrêtant un instant. « C'est le rossignol, appelant sa compagne. »« Vraiment ? Je ne savais pas que c'était un rossignol. » Je le regardais, admirant sa capacité à identifier les sons. « Comment arrives-tu à savoir ces choses, papa ? » « Ah, mon fils, sourit-il, même si je ne peux pas voir, mes autres sens se sont affinés. La nature parle de manière qui dépasse la vue. Il suffit d'apprendre à écouter. » Alors que nous continuions de marcher, je commençais à prêter attention à ce qu'il disait. L'odeur de la terre humide, le bruissement des feuilles, tout semblait prendre vie. Je me rappelais les histoires qu'il avait racontées sur la façon dont il avait appris à observer le monde, et comment sa cécité l'avait amené à voir avec le cœur. Nous arrivâmes dans une petite clairière ensoleillée de la forêt, où la lumière caressait doucement l'herbe verte. C'était un endroit parfait pour notre pique-nique. Henri s'assit en premier, et je déployai la nappe sur le sol, disposant ce que nous avions apporté, le pain croustillant, le fromage crémeux et quelques fruits frais soigneusement choisis. « Ça a l'air délicieux, Émile, » dit-il, passant ses doigts sur le pain. « Tu t'es vraiment surpassé cette fois-ci. »« Merci, papa. »« J'espère que ça te plaira, » répondis-je, sentant une vague de satisfaction. « Le fromage est spécial, j'ai demandé au vendeur de choisir le meilleur. »« Tu es un bon fils, » dit-il, et je réalisai que ces mots étaient un cadeau. C'était comme si ce simple compliment remplissait mon cœur d'une chaleur dont je ne savais pas avoir besoin. Alors que nous commencions à manger, Henri ferma les yeux et respira profondément. « Tu sais, Émile, même sans la vue, je peux ressentir la beauté de cet endroit. L'odeur des fleurs, le chant des oiseaux, tout cela est une forme d'art. »« De l'art ?» demandai-je, confus. « Comment peux-tu parler d'art si tu ne peux pas voir ? » « Ah, mon fils, » répondit-il avec un sourire doux. « L'art n'est pas seulement ce que l'on voit. C'est ce que l'on ressent, ce que l'on entend, ce que l'on touche. Chaque son, chaque arôme, chaque émotion, tout cela fait partie d'une grande œuvre d'art qui nous entoure. » Je l'observais pendant qu'il parlait, mon admiration grandissant en moi. Il avait une façon si spéciale de transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais pensé à l'art de cette manière auparavant. Plutôt que d'être triste pour sa cécité, je commençais à comprendre qu'il la voyait comme une opportunité d'explorer le monde différemment. « Alors, tu peux créer ta propre art, même sans voir ?» demandai-je. « Bien sûr. La musique, par exemple, est une forme d'art que l'on ressent. Chaque note est une expression de ce que nous sommes. Je ne peux pas voir les couleurs, mais je peux ressentir la mélodie, » répondit Henri, sa voix pleine de passion. « Et toi aussi, Émile, tu peux faire de même. La vie est pleine de possibilités. Il suffit d'être ouvert pour les percevoir. » Je restais silencieux, absorbant ces mots. L'idée que la vie était une forme d'art était nouvelle pour moi, et je ressentais une nouvelle connexion avec mon père. C'était comme si sa cécité s'était transformée en une lumière qui illuminait le chemin pour comprendre ce qui comptait vraiment dans la vie. Nous décidâmes de faire une pause et de nous reposer,
et alors que je m'étendais sur l'herbe, je regardais le ciel, où les nuages flottaient lentement. Puis, soudainement, je réalisais quelque chose. Papa, c'est si calme ici. Ne ressens-tu pas que c'est comme si le monde faisait une pause rien que pour nous? Henri sourit, et je pouvais voir la joie sur son visage sans même le regarder directement. Oui, Émile. Parfois, il faut s'arrêter et écouter ce que le monde a à nous dire. La nature a une façon de nous apprendre à ralentir et à apprécier le moment présent. J'aimerais faire cela plus souvent, papa. Passer du temps avec toi et écouter tout cela, déclarai-je, ressentant une vague d'amour pour lui. Moi aussi, je l'aimerais, mon fils. La vie est plus riche quand nous partageons nos moments, répondit-il. Le ton de sa voix était doux, et je savais que ces mots venaient du fond de son cœur. Après un moment, nous commençâmes à parler de nos vies, de nos espoirs et de nos rêves. Henri me raconta sa jeunesse, comment il avait toujours rêvé d'être artiste, mais que la vie avait pris un autre tournant. Au fond de moi, j'ai toujours su que la vraie art réside dans les petites choses, dans les liens que nous créons avec les autres, dit-il, avec une touche de nostalgie. Tu es un artiste, papa. Je le vois en toi, déclarai-je sincèrement. Tu transformes tout en quelque chose de beau, même sans la vue. Henri sourit, un sourire qui me remplit de fierté. Merci, Émile. Cela signifie beaucoup pour moi. Et ainsi, alors que le soleil commençait à se coucher, nous sentîmes que notre lien devenait encore plus fort. La cécité de Henri n'était pas une barrière, mais un pont qui nous unissait à un niveau plus profond. Chaque échange de mots, chaque rire partagé, était une nouvelle couche d'amour et de compréhension qui se formait entre père et fils. Écoutons la nature ensemble, papa. Qu'est-ce que tu entends maintenant, proposai-je, impatient d'apprendre davantage. Il ferma les yeux de nouveau, se concentrant. En ce moment, j'entends le vent dans les feuilles, le chant d'un oiseau au loin et le bruit de l'eau du ruisseau. Chacun d'eux raconte une histoire. Quelle histoire entends-tu, demandai-je, intrigué. Il respira profondément et commença à parler, l'histoire du vent est celle de la liberté, toujours en mouvement, ne s'attachant jamais à un endroit. Le chant de l'oiseau est une célébration de la vie, un rappel qu'il y a toujours de la beauté autour de nous. Et le ruisseau? Ah, le ruisseau, c'est la vie en mouvement, qui suit son chemin, s'adaptant, trouvant toujours une façon de couler. Je restai silencieux, enchanté par sa capacité à transformer des sons en signification profonde. C'était comme si je voyais le monde à travers ses yeux, et cela me fit réaliser que la cécité n'était en aucun cas une limitation. C'était une manière de voir la beauté que beaucoup d'entre nous, dans notre vie trépidante, oublient de remarquer. Quand le soleil se coucha enfin, laissant une douce lueur sur l'horizon, je m'assis à côté de mon père, ressentant une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Merci pour cette journée, papa. J'ai tant appris de toi, dis-je, la voix pleine d'émotion. Moi aussi, j'ai appris, Émile. Tu me rappelles chaque jour que la vie est un voyage d'apprentissage, répondit-il en me tenant la main. À cet instant, je compris que l'amour et la connexion que nous partagions étaient bien plus que de simples mots. Ils étaient l'essence même de ce que signifie être humain. Et alors que le ciel s'assombrissait, je savais qu'indépendamment des difficultés, nous aurions toujours l'un l'autre pour affronter ce qui viendrait. Le jour de l'événement au village approchait, et l'anxiété battait dans ma poitrine comme un tambour. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui allait se passer. Mon père, Henri, serait au centre de l'attention, et l'idée que tout le village porte son attention sur lui, écoute son histoire, me rendait nerveux. Je savais qu'il avait une histoire puissante à raconter, mais la peur de la réaction de la communauté me rongeait. Que penseraient les voisins? Comprendraient-ils la force qui réside derrière sa cécité? Ou ne verraient-ils que la limitation? Le matin de l'événement, le soleil brillait intensément, comme si le ciel lui-même célébrait le courage de mon père. Je me levai tôt, et le petit déjeuner à la maison se déroula dans un silence chargé. Henri était concentré, comme s'il se préparait pour un grand spectacle. Il avait l'habitude de dire que les mots étaient comme de la musique, et aujourd'hui il devait faire résonner sa mélodie. « Émile, tu vas bien ?» demanda-t-il, son ton doux révélant une pointe d'inquiétude. « Oui, papa. Juste un peu nerveux, je suppose. » répondis-je, tentant de cacher la vérité derrière un sourire nerveux. Il me rendit mon sourire, mais il y avait une tristesse dans ses yeux que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'était comme s'il savait que j'étais inquiet, mais qu'il ne voulait pas que je porte ce fardeau. Il s'approcha et me donna une étreinte chaleureuse. « Souviens-toi, mon fils, ce qui compte,
c'est la vérité que nous portons en nous. Les gens peuvent voir la cécité, mais ce qui compte vraiment, c'est la lumière que nous apportons au monde. Ces mots résonnèrent dans mon esprit alors que je le regardais se préparer. Il enfila une chemise bleue que j'avais toujours aimée, et la manière dont il boutonnait, avec délicatesse et soin, me rappelait comment il avait toujours affronté la vie, même lorsque les choses devenaient difficiles. Le temps passa et bientôt nous étions en route pour la place du village, où l'événement aurait lieu. Le chemin jusqu'à la place était bordé de visages familiers. Je saluais quelques voisins, mais j'avais du mal à me concentrer sur les conversations autour de moi. L'idée que tout le monde allait écouter mon père parler de sa vie me rendait nerveux. En arrivant sur la place, je remarquai que l'atmosphère était chargée d'attente. De nombreux villageois étaient déjà rassemblés, et le murmure des conversations s'était transformé en un chœur de voix. Henri sentit le changement d'atmosphère et serra fermement ma main. « Émile, tu es ici avec moi. Allons-y ensemble, n'oublie pas cela. » Sa voix était un murmure plein d'encouragement, et je me sentis un peu plus calme. La place était décorée de fleurs et de guirlandes colorées, créant une ambiance joyeuse. Une petite scène avait été montée, et un groupe de personnes organisait les chaises pour accueillir la foule. En regardant autour de moi, je vis Madame Dupont, qui nous souriait. Elle avait toujours été une grande amie de mon père et était là pour le soutenir. « Henri !» cria-t-elle en agitant la main avec enthousiasme. « J'ai tellement hâte d'entendre ton histoire. » Henri sourit, et ses yeux semblaient briller, même s'il ne pouvait pas voir la beauté qui l'entourait. Il se tourna vers moi et dit : « Regarde, Émile, comme les gens t'aiment. Tu n'es pas seul. » Ces mots furent un baume pour mon cœur. Je savais qu'il avait raison. Dès que l'événement commença, les gens s'installèrent, et je me rendis compte que mon angoisse se transformait en une sorte d'attente partagée. Le maire du village monta sur scène et, après quelques mots de remerciement, invita mon père à prendre la parole. Et maintenant, nous avons le plaisir d'écouter l'histoire d'un homme extraordinaire, quelqu'un qui nous enseigne la force et le dépassement de soi. Accueillons chaleureusement Henri. Les applaudissements résonnèrent sur la place, et je sentis mon cœur s'accélérer. Henri monta sur scène, et je l'observais de loin. Il se tenait droit, mais je pouvais voir que ses lèvres tremblaient légèrement. En se positionnant devant le micro, il prit une profonde inspiration et commença à parler. « Bonjour à tous. Je suis très reconnaissant que vous soyez ici aujourd'hui. » Sa voix était claire et forte, et je me sentis fier. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme l'homme aveugle qui vit dans ce village. Mais je ne suis pas seulement cela. Je suis un père, un ami, un rêveur. Le silence s'installa, et toutes les attentions étaient tournées vers lui. Je pouvais ressentir l'énergie de la foule, et l'attention que je portais commença à se dissiper. Henri poursuivit. « J'ai perdu la vue à l'âge de 30 ans. Au début, je ne savais pas comment gérer cela. Le monde autour de moi semblait s'effondrer, et cette perte était difficile à supporter. Mais, avec le temps, j'ai appris que la vie n'est pas définie par nos limitations, mais par les liens que nous créons et par l'amour que nous donnons et recevons. » Il fit une pause, et je vis certaines personnes se pencher en avant, écoutant chaque mot attentivement. Le discours de mon père touchait profondément les cœurs de cette communauté. « Je ne suis pas un héros, » il continua. « Juste un homme qui a appris à écouter le monde d'une manière différente. J'ai appris à valoriser les petits moments, l'odeur du pain frais qui sort du four, le chant des oiseaux le matin. Chacun de ces sons est devenu une partie de moi, et je les utilise pour voir la beauté de la vie. » Les paroles de mon père résonnaient en moi avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il ne transmettait pas seulement son histoire, mais une leçon de vie dont j'avais besoin. Je regardais la foule et vis des visages émus, certaines personnes les larmes aux yeux, d'autres se tenant les mains, comme pour se soutenir mutuellement. Et surtout, continua Henri, la voix ferme, je veux que chacun ici comprenne que la vraie force ne vient pas de la vue, mais de la capacité d'aimer et d'être aimé. Mon fils Émile est une lumière dans ma vie, et c'est grâce à lui que j'ai appris à voir le monde d'une manière plus profonde. Je ne pouvais retenir mes larmes. La fierté et l'amour que je ressentais pour lui étaient immenses. Il me regarda, et même sans pouvoir voir, je savais qu'il me regardait droit dans les yeux. C'était comme s'il me disait, « Tu fais partie de tout cela, tu es ma force. J'aimerais encourager chacun de vous à voir au-delà des limitations. » dit Henri, sa voix résonnant comme un écho d'espoir. Apprenons les uns des autres, soutenons-nous et, surtout, aimons-nous. Parce qu'au final, c'est cela qui nous définit. Les applaudissements commencèrent, d'abord comme un murmure lointain, puis se transformèrent en un tonnerre assourdissant.
Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Le village entier applaudissait mon père, un homme qui était devenu un symbole de résilience et d'amour. En observant la scène, une vague d'émotion m'envahit. Je sentais que le poids que je portais depuis le début de la journée avait disparu. La peur, l'anxiété, tout s'était transformé en quelque chose de beau et de puissant. J'étais si fier de lui, si reconnaissant pour tout ce qu'il m'avait appris. Henri descendit de la scène, et la foule l'entoura. Les villageois le prenaient dans leurs bras, serraient ses mains et lui exprimaient leur soutien. Je m'approchai, et lorsque je parvins enfin à ses côtés, il me serra dans une étreinte chaleureuse. « Tu as vu » murmura-t-il à mon oreille. « Ils ont compris. Ils sont avec nous. »« Oui, papa. »« Tu as été incroyable. » m'exclamai-je, ressentant une immense joie. « Ce n'est pas moi qui suis incroyable, Émile. Ce sont les personnes autour de nous qui rendent la vie extraordinaire. » Il regarda autour de lui, souriant à tous. La vie est une symphonie, et nous sommes tous des notes différentes, mais ensemble, nous créons une belle mélodie. Alors que la fête continuait autour de nous, je réalisais que cette journée ne concernait pas seulement l'histoire de mon père, mais aussi l'union de la communauté, et comment nous pouvions tous apprendre les uns des autres, peu importe les difficultés que nous rencontrons. J'étais rempli d'amour et de gratitude, et je compris que la véritable beauté de la vie réside dans les liens que nous construisons. La cécité de mon père n'était pas un fardeau, mais une façon de voir le monde qui le rendait encore plus spécial, et j'étais déterminé à honorer sa lumière à chaque étape de ma vie à partir de ce jour. L'atmosphère était empreinte d'une nouvelle compréhension entre mon père et moi. Après l'événement qui avait révélé l'histoire de vie d'Henri au village, quelque chose de magique et de transformateur avait émergé entre nous. Nous nous assîmes ensemble sur notre terrasse, au crépuscule, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées et lilas. L'odeur du pain frais que ma mère avait cuit flottait encore dans l'air, un rappel savoureux que la vie continuait, même au milieu des révélations qui avaient bouleversé mon monde. « Émile » commença-t-il, sa voix douce et calme, « tu sais, j'ai toujours rêvé d'être artiste. » Il inclina légèrement la tête, comme s'il essayait de voir au-delà de ce que l'obscurité lui permettait. Mais la cécité a été un obstacle qui m'a fait renoncer à ce rêve. Je le regardais, surpris. C'était la première fois que j'entendais mon père parler de ses aspirations d'une manière aussi directe. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça, papa ? Je savais que tu avais un talent incroyable pour raconter des histoires et nous faire rire, mais je n'avais jamais pensé que tu voulais être artiste. » Henri sourit, ses lèvres se courbant en un geste que je reconnaissais maintenant comme un mélange de tristesse et d'espoir. « Parce que je ne voulais pas que tu voies ma cécité comme une limitation. Je voulais que tu comprennes que la vie est faite de choix, et j'ai fait le mien. Mais maintenant, il est peut-être temps de reconsidérer tout ça. » « Comment ça ? » J'étais intrigué. Mon cœur battait avec une empathie mêlée d'un désir de l'aider à redécouvrir ce côté de lui que je ne savais même pas exister. « J'ai toujours aimé la musique, » dit-il, sa voix pleine de nostalgie. « Quand j'étais plus jeune, je jouais de la guitare et composais des chansons. La cécité m'a éloigné de cela, mais peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver une nouvelle façon de m'exprimer. Pas à travers la vue, mais à travers le ressenti, l'émotion. » Cette idée alluma quelque chose en moi. « Papa, tu dois essayer. La musique est une forme d'art si pure. Nous pourrions faire ça ensemble. Je pourrais t'aider à composer, à trouver la bonne mélodie. Redécouvrons l'art qui est en toi. » Il rit, un son mêlé de joie et d'incrédulité. « Tu penses vraiment que j'ai encore ça en moi ? Un vieil aveugle qui a perdu l'espoir d'être artiste ? Bien sûr que oui. Tu es mon père. Tu m'as toujours appris à voir le monde d'une manière différente, et maintenant c'est à ton tour de faire de même. » J'étais excité, mes mots sortaient rapidement, pleins d'enthousiasme. « Commençons dès maintenant. » Henri se pencha en avant sur sa chaise, comme s'il essayait de capter l'énergie que je dégageais. « Très bien, alors, par où commence-t-on ? » « Il nous faut une guitare. » répondis-je, presque en sautant de ma chaise. Je me rappelais qu'il y avait une vieille guitare chez Madame Dupont, qu'elle jouait parfois lors des soirées d'été. Je vais prendre sa guitare et la ramener ici. Attends-moi une seconde. Je courus jusqu'à la maison de notre voisine et, en un instant, j'étais de retour, tenant la guitare un peu usée mais encore en bon état. Le bois avait une odeur familière, et toucher les cordes éveilla en moi une vague de nostalgie. La voilà. Henri tendit la main pour toucher la guitare, et je l'aidai à positionner ses doigts sur les cordes. Commençons par une chanson simple,
dis-je. Peut-être quelque chose que tu connais déjà. Il ferma les yeux et commença à jouer une douce mélodie, une chanson qui ressemblait à un souvenir lointain. La musique était magique, et même sans la vue, je percevais qu'il se connectait à quelque chose de profond en lui. Ses doigts dansaient sur les cordes avec une sensibilité que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il redécouvrait une partie de lui qui avait été endormie depuis si longtemps. « Tu te souviens de cette chanson ?» demandai-je, observant le sourire qui se dessinait sur son visage. « Oui », répondit-il, la voix chargée d'émotion. C'était une chanson qui touchait mon cœur. Elle me faisait me sentir libre. Je pouvais voir qu'il s'abandonnait à la musique, permettant à la mélodie de le transporter vers un endroit où la cécité n'avait aucun pouvoir sur lui. Les notes flottaient dans l'air, et la terrasse se remplissait d'une énergie vibrante. Maintenant, ajoutons quelques paroles, proposai-je. Que ressens-tu quand tu joues cette musique ? Henri réfléchit un instant, son expression sereine. Je ressens la liberté d'être moi-même, même sans voir. La musique me permet de ressentir le monde d'une manière différente. C'est comme si je voyais avec le cœur. C'est magnifique, papa. Mettons cela en mots, dis-je, enthousiaste. Écrivons une chanson ensemble. Nous passâmes des heures sur cette terrasse, entourés par l'odeur du pain frais et la douce lumière du crépuscule. Nous écrivîmes des paroles qui parlaient d'amour, de dépassement de soi et de la beauté qui réside dans les petites choses. À chaque vers que nous créions, le lien entre nous se renforçait. J'apprenais à connaître mon père d'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. « Émile, dit-il, la voix chargée d'émotion, tu m'as fait un cadeau aujourd'hui. Merci de m'avoir aidé à redécouvrir qui je suis. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela à nouveau. Ce n'est pas moi, papa. C'est toi. Tu as toujours été là, attendant juste le bon moment pour briller à nouveau. » J'étais aussi ému que lui, mes mots sortaient naturellement, comme s'ils avaient attendu ce moment pour être prononcés. J'aurais aimé avoir fait cela plus tôt, dit-il, une touche de mélancolie dans sa voix. Partager cette part de moi avec toi. Mais peut-être que tout cela arrive au bon moment. Exactement, acquiesçai-je. Nous ne savons jamais quand la vie nous offre une nouvelle opportunité. L'important, c'est que maintenant, nous le faisons ensemble. La nuit tomba et les étoiles commencèrent à briller dans le ciel. Les notes de la guitare résonnaient doucement alors que nous continuions à travailler sur notre chanson. Je pouvais sentir que nous étions en train de créer quelque chose de spécial, quelque chose qui transcenderait la barrière de la cécité et connecterait nos cœurs d'une manière nouvelle et profonde. Te souviens-tu de cette fois où nous sommes allés au festival de musique au village ? Demandai-je, cherchant à faire ressurgir des souvenirs joyeux. Comment oublier ? Henri rit. Tu étais tellement excité, dansant et chantant. Je t'entendais toi et les voix autour de nous, mais l'énergie était contagieuse. Nous devrions refaire quelque chose comme ça, suggérai-je. Quand la chanson sera prête, nous pourrons la jouer au village. Montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Henri hésita un instant, comme s'il réfléchissait aux implications de la proposition. Tu crois qu'il s'intéresserait à moi, Émile ? À un artiste aveugle ? Bien sûr. Tu es incroyable, papa. Ton histoire est inspirante et ta musique a le pouvoir de toucher le cœur de n'importe qui. Tu verras. J'étais certain de mes mots. Il sourit, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Alors, faisons-le. Montrons au monde que la cécité ne limite pas la créativité, mais peut, en fait, l'élargir. Exactement. J'étais en extase. Ce n'est que le début, papa. Créons quelque chose qui fera que les gens s'arrêtent et écoutent. La nuit passa rapidement, et les heures semblèrent se fondre en une symphonie de rires et d'accords. C'était un moment de pur bonheur et de compréhension mutuelle. Je savais que nous étions sur un chemin qui allait transformer non seulement la vie de mon père, mais aussi la mienne. La musique devenait le pont qui unissait nos âmes d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. « Émile, dit-il en terminant notre chanson, je suis tellement reconnaissant que tu sois à mes côtés. Tu m'as montré que, même dans l'obscurité, il y a encore de la lumière. Cette lumière a toujours été en toi, papa. J'ai seulement aidé à la raviver, répondis-je en lui prenant la main. Ainsi, sous le ciel étoilé du village français, un nouveau chapitre commençait pour nous. L'amour et la musique nous avaient unis, et je savais que tout était sur le point de changer. La véritable force se trouvait dans les connexions humaines, et le voyage de redécouverte de Henri ne faisait que commencer.
C'était une journée ensoleillée lorsqu'Henri recommença à jouer la guitare qu'il avait gardée pendant des années, un instrument qui semblait avoir repris vie en son absence. Le son doux et apaisant qui émanait de l'instrument remplissait la pièce, et je m'assis à ses côtés, l'observant avec admiration. Il était plongé dans la musique, ses doigts glissaient sur les cordes avec une délicatesse que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il se redécouvrait, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Te souviens-tu de cette chanson que nous écoutions ensemble, papa ? Demandai-je, essayant d'éveiller un souvenir qui pourrait l'inspirer. Celle qui parlait d'amour et de liberté ? Henri sourit, un sourire qui illumina son visage. Oui, Émile, je m'en souviens bien. C'était une chanson qui me faisait sentir comme si je pouvais voler. Que dirais-tu d'essayer de créer quelque chose comme ça ensemble ? Mon cœur battit plus fort à cette idée. Créer une chanson ensemble ? Tu penses vraiment que nous pouvons ? Bien sûr, mon garçon. La cécité a pu me voler la vue, mais elle ne peut pas m'enlever la musique. Laissons l'inspiration nous guider, dit-il, sa voix remplie de conviction. Et ainsi, nous commençâmes à travailler. Je le regardais expérimenter des accords et des mélodies, son esprit voyageant vers des endroits que je ne pouvais voir, mais que je pouvais ressentir. Il parlait de la façon dont la musique pouvait exprimer ce qu'il avait dans le cœur, et j'écoutais attentivement, absorbant chaque mot. Chaque note a une histoire, Émile. La musique est comme un pont entre nous et ce que nous ressentons. Elle peut nous connecter à des expériences que nous n'avons jamais vécues, mais que nous pouvons ressentir, dit-il, avec un éclat dans les yeux que j'aimais tant voir. Et qu'aimerais-tu transmettre avec ta musique ? Demandai-je, curieux. Henri réfléchit un moment. Je veux que les gens ressentent la beauté des petites choses. La vie est faite de moments simples, de rires et de larmes, d'amour et de nostalgie. Parfois, il suffit juste de s'arrêter et d'écouter. Avec cette idée en tête, nous commençâmes à écrire les paroles de notre chanson. Je me souviens de la facilité avec laquelle les mots venaient, comme s'ils attendaient déjà d'être dits. Henri parlait du soleil réchauffant la peau, de l'odeur du pain frais sortant de la boulangerie, du chant des oiseaux qui égayaient les matins. Tout cela se transformait en vers qui émouvaient mon cœur. Parlons de la forêt, Émile. Te souviens-tu du pique-nique que nous y avons fait ? La sensation d'être entouré par la nature, le son des feuilles dans le vent ? Suggéra-t-il. Oui, et de la façon dont le soleil filtrait à travers les arbres, créant des ombres dansantes sur le sol, ajoutai-je avec enthousiasme. Nous pouvons décrire cela. Et ainsi, la chanson commença à prendre forme. J'écrivais les paroles, tandis que Henri jouait des accords simples sur la guitare. À chaque note, je sentais que nous nous connexions d'une manière nouvelle et profonde. C'était comme si, à travers la musique, nous pouvions communiquer ce que les mots ne pouvaient exprimer. Faisons une répétition, Émile. Henri proposa avec enthousiasme, et si on faisait un petit concert pour quelques voisins, juste pour voir ce que ça donne. J'hésitai un instant. Tu crois qu'ils vont t'aimer ? Et s'ils ne comprennent pas ta musique ? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ce qui compte, c'est que nous nous amusions et que nous exprimions ce que nous ressentons. La musique est pour tout le monde, et ceux qui l'écoutent verront la beauté que nous essayons de transmettre, répondit-il, plein de confiance. Ce même après-midi, nous commençâmes à informer quelques voisins du petit événement que nous planifions. Au début, certains nous regardaient avec un air curieux, mais bientôt, l'enthousiasme se propagea. Tout le monde semblait impatient d'entendre ce qu'Henri avait à offrir. Le jour de l'événement arriva, et j'étais nerveux. Mon cœur battait à tout rompre pendant que j'organisais les chaises sur la petite terrasse de la maison. La légère brise de fin d'après-midi apportait l'odeur du jardin, et je me demandais si nous étions prêts. Henri était calme, comme toujours, et cela m'apaisait quelque peu. Émile, souviens-toi de ce que je dis toujours. La musique est une conversation. Peu importe si tu es nerveux. Ressens-la et laisse la musique s'écouler, me rappela-t-il en accordant sa guitare. Lorsque les voisins commencèrent à arriver, je ressentis un mélange d'anxiété et d'excitation. Il y avait des visages familiers, des amis de longue date, et même certains que je n'avais jamais vus auparavant. Ils s'installèrent, murmurant entre eux, et je réalisai que l'atmosphère changeait. Ce qui ressemblait à une simple répétition était devenu un événement communautaire. Henri monta sur notre petite scène improvisée. Il regarda le public, et même sans voir, il semblait ressentir l'énergie qui émanait des gens. Bonsoir à tous. Aujourd'hui,
Mon fils et moi voulons partager quelque chose de spécial avec vous, commença-t-il, sa voix ferme et chaleureuse. Un silence respectueux s'installa dans l'air. C'était comme si tout le monde attendait avec impatience la magie qui allait se produire. Je le rejoignis, nerveux mais déterminé. Dès que la première note résonna, la tension s'évanouit. La chanson commença doucement, avec des accords qui s'entremêlaient comme le vent dans les feuilles des arbres. Au fur et à mesure qu'Henri chantait, je sentais l'émotion monter. Il parlait de la beauté du quotidien, des petits moments souvent ignorés. Chaque vers était une déclaration d'amour à la vie, et je remarquais que le public était totalement captivé. Quand le soleil se lève et que le jour commence à briller, on s'arrête pour écouter la nature, une invitation à aimer, chantait-il, sa voix remplissant l'air d'une mélodie qui touchait le cœur de chacun. Les regards d'admiration devinrent plus intenses, et je me sentis enveloppé dans une bulle d'amour et de soutien. Les gens souriaient, certains avaient les larmes aux yeux, et je réalisais que la musique de mon père atteignait son but, touchait les âmes, éveillait des sentiments. Lorsque la chanson se termina, un silence s'installa de nouveau, mais juste un instant. Puis, des applaudissements et des cris de joie envahirent l'air, et je ne pus contenir mon émotion. Henri sourit, son visage illuminé par le bonheur et la satisfaction. Il me regarda avec une étincelle dans les yeux, et je savais que nous vivions quelque chose d'incroyable. « Merci, merci à tous d'être venus », s'exclama-t-il, rayonnant. « La musique est une part de nous, et c'est merveilleux de pouvoir la partager avec vous. » Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une immense fierté. Mon père, l'homme que j'admirais tant, s'était révélé être un véritable artiste. Avec sa musique, il exprimait non seulement sa propre douleur et sa joie, mais il nous avait aussi unis d'une manière que je n'avais jamais imaginée. On en joue une autre, suggérai-je, l'adrénaline coulant dans mes veines. Bien sûr, mon fils. Faisons-le ensemble, répondit-il, et nous commençâmes à jouer une autre chanson que nous avions écrite. Cette fois, la musique était plus entraînante. Je la sentais vibrer dans chaque fibre de mon être. Les gens commencèrent à taper des mains au rythme, et bientôt, tout le monde dansait, se mouvant comme si la musique était une extension de leur âme. Lorsque nous terminâmes, je regardai Henri et vis qu'il était aussi ému que moi. La connexion entre nous était plus forte que jamais, et je sentais que la musique nous avait transformés. Nous n'étions plus seulement père et fils, nous étions artistes, conteurs, unis par quelque chose qui transcendait la vue. Alors que l'événement touchait à sa fin, je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait ici. Ce qui avait commencé comme une simple répétition s'était transformé en une célébration de la vie, de l'amitié et de l'amour. Henri n'était pas seulement un homme aveugle, il était un esprit libre, un artiste dont la vision allait bien au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Et ainsi, en le regardant, je compris que le véritable héroïsme ne résidait pas dans ses limitations, mais dans la façon dont il choisissait de vivre sa vie, en tirant beauté et sens de chaque instant. Je savais que cette soirée resterait gravée dans ma mémoire pour toujours, non seulement comme un moment spécial, mais comme le début d'un nouveau voyage pour nous deux. Cette nuit-là, un profond silence enveloppa la maison. Le seul son que je pouvais entendre était le doux murmure du vent qui s'infiltrait à travers les fenêtres. La lumière jaune de la lampe du salon éclairait doucement la pièce, créant des ombres dansantes sur les murs. J'étais assis par terre, entouré de boîtes de souvenirs que mon père avait gardées au fil des ans. C'était une activité nostalgique, mais en même temps remplie d'anxiété. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui me disait que j'avais besoin de comprendre davantage la vie de Henri, mon père, et ce que signifiait réellement être aveugle. En feuilletant les pages d'un album photo, je vis des images d'un Henri plus jeune, plein de vie, avec un sourire radieux. Il était entouré d'amis, lors de fêtes, de balades dans le village, toujours rayonnant de bonté et de joie. Mais ce qui attira le plus mon attention fut une lettre soigneusement pliée entre les pages de l'album. Avec les mains tremblantes, je pris le papier jauni et commençai à lire. « Mon cher Émile, si un jour tu trouves cette lettre, sache que la décision que j'ai prise n'a pas été facile. L'opération aurait pu me rendre la vue, mais j'ai choisi de ne pas la faire. Je veux que tu apprennes à voir le monde à travers d'autres sens, que tu comprennes la beauté qui existe au-delà de ce que les yeux peuvent capturer. » Les mots de mon père résonnèrent dans mon esprit, et un nœud se forma dans ma gorge. Que voulait-il dire par là? Il aurait pu avoir la chance de revoir et il avait choisi de ne pas le faire? Sentant mon cœur s'accélérer, je me levai et allai jusqu'à sa chambre. Je frappai légèrement à la porte, mais n'attendis pas de réponse. J'entrai et le trouvai assis sur le lit, la tête baissée, comme s'il était perdu dans ses pensées. « Papa », ma voix tremblait légèrement. « J'ai trouvé une lettre dans l'album photo.
Tu parles d'une opération. Henri s'arrêta, levant lentement la tête. Ses yeux, ses profondeurs de sagesse et d'amour, se fixèrent sur moi. Ah, Émile. Tu as trouvé la lettre. Je savais qu'un jour cela arriverait. Pourquoi n'as-tu pas fait l'opération? Tu aurais pu retrouver la vue. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour toi? La frustration et la confusion se mêlaient dans ma poitrine tandis que je parlais. Henri sourit, mais c'était un sourire triste, presque mélancolique. Mon fils, la vue physique n'est qu'une partie de l'expérience humaine. Quand j'ai perdu la vue, j'ai pensé que j'avais tout perdu. Mais, avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus dans le monde que ce que les yeux peuvent voir. Mais, je marquai une pause, cherchant les mots justes. Comment peux-tu dire cela? Tu ne ressens pas le manque de voir le lever du soleil ou les sourires des gens? Oui, cela me manque. Mais j'ai aussi appris à entendre le soleil dans les feuilles des arbres, à sentir sa chaleur sur ma peau. J'ai appris à écouter les rires et les conversations, à percevoir les émotions à travers le ton de la voix et le toucher. La cécité m'a appris à voir d'une manière qui va au-delà des limites physiques. Alors, tu veux que j'apprenne à voir de cette façon aussi? C'est ça? J'étais confus, mais en même temps, une partie de moi commençait à comprendre. Exactement. Je voulais que tu apprennes que la vraie beauté réside dans les liens que nous créons, dans les émotions que nous partageons. La vie est beaucoup plus riche quand on la ressent et qu'on la vit intensément, indépendamment de nos limitations. Mais, papa, tu aurais pu choisir un chemin différent. Tu aurais pu voir tout cela avec tes propres yeux. Je commençais à être frustré, mais je voulais qu'il comprenne mon inquiétude. Henri se leva et marcha jusqu'à moi. Il posa sa main sur mon épaule et me regarda directement. Émile, je ne regrette pas ma décision. La cécité m'a permis de développer une perception que beaucoup ne connaîtront jamais. Je veux que tu saches que peu importe ce que tu vois avec tes yeux, l'important, c'est ce que tu ressens avec ton cœur. Je voulais comprendre, je voulais que tout ait un sens. Et si un jour j'ai besoin de voir les choses de mes propres yeux? Comment saurais-je que je vois la vraie beauté? Mon fils, c'est là le secret. La beauté ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, elle est dans ce que l'on ressent. Tu peux voir un magnifique coucher de soleil, mais si tu ne le ressens pas dans ton âme, il n'aura pas la même signification. C'est être présent, c'est vivre chaque moment comme s'il était unique. Les paroles de Henri pénétrèrent dans mon cœur comme une lumière douce. Je réalisais que, même sans la vue, il avait une compréhension profonde de la vie, une compréhension que je luttais encore à atteindre. Tu veux dire que je peux apprendre à voir comme toi, même si j'ai mes yeux? Oui, Émile. Tu en as la capacité. Il suffit d'être ouvert et prêt à ressentir. La vie est une symphonie d'expériences, et tu peux en faire partie, indépendamment de ta vue. Je me laissais porter par ces paroles, et une vague d'émotion m'envahit. Mais, papa, et si les gens ne comprennent jamais cela? Et s'ils ne voient en toi qu'un homme aveugle? Henri rit doucement, un son qui m'a toujours réconforté. Les gens verront ce qu'ils veulent voir. Certains ne verront que la cécité, d'autres verront la force qui est en moi. L'important, c'est que toi, tu saches qui je suis vraiment, et que tu emportes cela avec toi. Les larmes aux yeux, je m'approchai et pris mon père dans mes bras. Je t'aime, papa. Peu importe si tu ne peux pas voir. Je vois ta force, ta bonté, et c'est tout ce qui compte pour moi. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Et souviens-toi, la véritable lumière vient de l'intérieur. Toujours. À cet instant, je compris que la cécité de mon père n'était pas une limitation, mais une manière de voir le monde d'une façon plus profonde et significative. Il avait choisi de vivre avec un courage que peu connaissaient, et maintenant, il me montrait comment faire de même. La vie, après tout, était un voyage de découverte, et je commençais tout juste à comprendre ce que cela signifiait vraiment de voir.